Alors, les canons de beauté. Un canon de beauté, c'est une norme. C'est une norme de beauté qui est établie par une société à une période donnée et à un endroit donné. Donc, on n'a pas d'autres... Enfin, si, on a d'autres solutions, mais les femmes ont un peu tendance à se torturer pour essayer de rentrer dans le canon de beauté. Et on a vu la semaine dernière qu'on a toutes des morphologies très différentes. Et en fonction de sa morphologie, on rentre plus ou moins dans le canon de beauté. À moins de tailler dans l'os... Il y a certaines personnes qui peuvent pas, en fait. C'est comme ça. Et donc, c'est ce qui fait que certaines personnes se rendent malheureuses, culpabilisent et peuvent éprouver du mal-être parce qu'elles ne correspondent pas au canon de beauté de l'époque. Les canons de beauté, ça a toujours existé, mais ils ont évolué. Ce qui aujourd'hui est la norme de beauté, ce qui semble le mieux, à une époque était hideux et très, au contraire, rejeté. Les femmes étaient beaucoup plus en chair à une époque. Exactement. Oui, le teint blanc aussi. De l'Antiquité au XXe siècle, de l'Antiquité au XXe siècle, l'embonpoint, c'était vraiment le synonyme de la beauté. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, non. Ça l'est encore, c'est encore vrai, non? Rassurez-moi. Oui, bien sûr. Dans plein de pays du monde, d'ailleurs, les gens un petit peu en boucle. Enfin voilà, les femmes qui ont un peu en chair, c'est le signe d'un succès social. C'est pour ça que je dis que c'est un endroit précis. Là, on parle ici en France. Donc jusqu'au XXe siècle, effectivement, le fait d'être bien en chair, c'était signe de réussite sociale. C'était les personnes qui pouvaient se permettre de ne pas travailler, qui avaient suffisamment à manger, qui étaient sédentaires, étaient bien en chair, effectivement. De la préhistoire à la Renaissance, le canon de beauté de la femme, c'était en fait le canon de la fécondité. C'est-à-dire que la femme devait représenter la fécondité. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on sait comment étaient les femmes à la préhistoire? Et je vous répondrai, grâce aux sculptures. Oui, aux sculptures, pardon. Oui. Donc on a une sculpture très ancienne qui date de 22 000 ans, qui montre une petite bonne femme avec une Vénus. Une Vénus, qui montre qu'elle a des bonnes grosses hanches. C'est la bonne mère avec un bon ventre, c'est la bonne mère. Et d'ailleurs c'est ce qu'on demandait à l'époque aux femmes, c'était d'assurer la survie de l'espèce. À partir du XVIIe siècle, la femme doit toujours représenter la fécondité et donc est toujours très en chair, mais en plus elle doit représenter la réussite sociale de son mari. Donc une femme aisée est une femme grosse, elle doit avoir des bons gros bras bien potelés, etc., une bonne poitrine, mais en plus elle doit avoir une taille extrêmement fine. Et donc à cette époque-là a été inventé un appareil de torture que quand même les femmes ont porté pendant 400 ans, qui est le corset, qui leur permettait de leur serrer la taille, de leur remonter la poitrine. Et au XIXe siècle en plus, pour rajouter des formes là où il faut, on a inventé le principe du faux cul, qu'on voit là à l'écran, qui rajoutait... Pardon, vous êtes dur. Mais c'est sorti comme ça, je sais pas. C'était tentant. Pardon. Bon, finissez votre chronique. Donc voilà, la femme doit être grosse, mais doit être sculptée et avoir les formes au bon endroit. D'accord. Il faut attendre le XXe siècle pour que elle puisse respirer et qu'on arrête les corsets. Et on verra la suite, voilà, dans la deuxième partie. On revient sur les canons de beauté féminin à travers les âges. 20e siècle. On fait péter le corset. Enfin, on fait péter le corset. Oui, c'est sûr, on en a à la grande émission. Donc là, les canons s'inversent complètement. À partir du début du XXe siècle, on exhibe du début du XXe siècle, des années 20, disons, on exhibe sa minceur comme un trophée, comme un signe qu'on a les moyens de manger sain, équilibré, qu'on a le temps de faire du sport. C'est plus un signe de réussite sociale d'être mince. Donc le corps est enfin libéré, le corps de la femme. Après la Seconde Guerre mondiale, la minceur redevient synonyme de mauvaise santé. Oui, la guerre est passée par là. La guerre est passée par là. Et Hollywood crée un nouvel idéal féminin, dont Marilyn Monroe, la bien sûr. pin-up aussi, un peu. Voilà, mais la pin-up, c'est la suite c'est les pin-up de Hollywood. Vous disiez que Marilyn, c'était taille 44 quand même. Alors, je le redis parce que c'est très décomplexant. Marilyn Monroe faisait 1m60 et 60 kg et faisait du 44. Voilà. Et elle est quand même considérée comme une des plus belles femmes. Voilà. Donc, je trouve que c'est important de le dire et de le redire. On est loin de nos brindilles actuelles. Ensuite, dans les années 90, les stars hollywoodiennes se font voler la vedette par les mannequins, comme Cindy Crawford par exemple, qui sont aussi assez loin de la maigreur des mannequins actuels. C'est un corps, David, on l'entretient, on fait du sport, on l'entretient par le bronzage. Il a bugué, pardon. Bon, c'est le côté sportif qui me Non, mais ça, les photos sont retouchées aussi.
Mais non, pas celle-là. Enfin, Cindy en même temps, pas trop besoin. À notre époque, où les photos sont retouchées. Et puis à l'époque, les canons de beauté évoluent aussi vers une diversité ethnique. On voit apparaître Naomi Campbell, Grace Jones. Ce qu'on appelle des avions de chasse. En langage, ce sont des avions de chasse. Ah, c'est élégant. Ouais, c'est très élégant. Voilà. Aujourd'hui, l'image de la femme a bien changé, puisqu'on a vraiment évolué vers une maigreur extrême. Et cette maigreur-là, donc c'est effectivement Kate Moss, etc. Mais ça aboutit aussi à ce genre de maigreur-là. Donc à gauche et à droite, c'est la même personne. C'est pas vrai. Anna Carolina Reston, on lui a tellement demandé de maigrir qu'elle en est morte. Ah ouais, c'est ça. En 2006, elle est morte de sous-nutrition. En même temps, les mannequins que l'on voit souvent sur les podiums aussi, sans en faire, c'est souvent des très très jeunes femmes. Alors, en tout cas, elles ont un corps d'adolescente, corps qui n'a pas de poitrine, pas de fesses, corps de petite fille. Voilà. Ouais, ça. Donc, il y a un côté quand même assez malsain. Et puis surtout, c'est à ces corps-là que nos jeunes filles s'identifient. Ouais. Et il y a un vrai problème d'anorexie chez les adolescentes. Il n'y a pas un retour justement à la femme un peu plus ronde. Depuis 2012 à peu près, on voit de plus en plus des unes de magazines avec des femmes rondes. On voit apparaître des mannequins. C'est clairement revendiqué. Des mannequins de grande taille, ce qu'on appelle les mannequins. Ça fait du bien aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc il y a de nouveau une évolution. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne. C'est très probable que d'ici quelques décennies, la maigreur soit de nouveau reléguée aux oubliettes et que les femmes en chair reviennent sur le devant de la scène. Il faudrait demander aux hommes d'ailleurs, parce que nous, les brindilles... Non, c'est pas fascinant. C'est pas du tout fascinant. Hein. On se trompe souvent sur le regard des hommes. C'est un truc entre filles, ça. C'est une boucle entre femmes. Kate Moss, par exemple, non. Si tu nous regardes, Cindy Crawford, par contre, toi, en l'occurrence... Ah, ça c'est... Voilà. Ah, une gentille. Il a voulu se rattraper, mais à cause de ça. Je me suis rattrapé. Oh là là, on parlait où les branches. Question piège. Merci, Laure, merci.